Nous sommes heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. Ce soir, nous sommes en présence de Arash Derambarche, avocat au barreau de Paris, élu municipal à Courbevoie, et vous venez de sortir un livre, Tomber 9 fois, se relever 10. Bonsoir Véronique. Bonsoir Priscilla, bonsoir Arash. Bonsoir à vous deux. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de rédiger cet ouvrage aux éditions du Cherche-Midi? Pourquoi parler du redoublement en fait? C'est quand même un sujet en général délicat pour les gens. Alors j'en ai longtemps souffert. Pendant longtemps, j'ai pas voulu parler de mes échecs parce que je considérais que dans la culture dans laquelle nous avons tous grandi, il était préférable soit de garder pour soi une situation difficile, soit de parler que de ce qui marche. Et en réalité, j'ai compris avec le temps que tout ça en fait ne permettait pas en fait de se construire, de s'émanciper et puis de s'élever. Et quand je suis arrivé en fait à quasiment la fin de mon parcours scolaire qui a été quand même chaotique, j'ai redoublé 9 fois donc, la 5e. La 6e, tout d'abord, qui a été évitée de justesse. Oui, absolument. Oui. Alors, les classes que j'ai ratées en fait au départ ont été la 5e, le bac, 3 années de DUG, 2 années de licence, 2 fois le concours Quelle d'avocat. motivation? Oui, après c'est parce que j'avais cette volonté, on en parlera certainement, mais j'ai voulu en fait justement écrire ce livre pour dire à la nouvelle génération, aussi à l'ancienne, la nôtre, mais surtout à la jeune génération, que lorsqu'on a une volonté, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Qu'il faut persister et que ça fait mal parfois, Ouais. souvent, que la souffrance est une nécessité parfois et que l'échec n'est pas une fatalité mais un passage obligatoire pour atteindre ses objectifs et ses rêves. C'est un récit touchant, 125 pages qu'évidemment nous avons lu, où il y a vraiment beaucoup de témoignages de votre parcours de vie, où vous auriez pu abandonner plusieurs fois. Oui, absolument. Je raconte la façon, vous avez souligné la 6e, je raconte de façon, on va dire, un peu ironique, drôle parfois, la façon dont j'ai contourné cette période difficile. J'ai signé 3 fois à la place de mes parents. J'ai vu ça, vous étiez La turbulent 6e. d'ailleurs. Ouais, mais j'avais les avertissements de travail conduite. Mais ça prouve vraiment voilà, mais j'étais en situation De souffrance. de survie. C'est-à-dire que Mais mes comment parents... on peut être en situation de survie aussi jeune? En réalité, je ne me retrouvais pas, j'étais en situation d'échec par rapport à mon frère jumeau qui, Oui. lui, réussissait tout ce qu'il touchait. Oui. Il était capitaine de l'équipe de football, il était premier de la Charismatique, classe. comme vous dites. Ouais, il avait tout ce que je n'avais pas en réalité. Vous On était l'êtes aussi jumeaux. finalement. Mais avec le temps, mais lorsque vous êtes un jeune garçon, parfois adolescent, je raconte en fait que je me projetais par rapport à lui souvent et qu'il était protecteur. C'est difficile, vous n'avez pas trouvé votre place et j'en veux à personne d'autre qu'à moi-même. La réalité, c'est que le système dans lequel on a tous grandi n'est pas un système bienveillant en réalité. C'est ça que je dénonce aussi. Le système scolaire français n'est Bien pas sûr, bienveillant. bien sûr. Vous êtes arrivé à l'âge de 3 ans, il me semble. Je suis né ici, Vous êtes avec né mon frère ici. jumeau, en 79. 6 mois après notre naissance, nous sommes retournés en Iran. Mes parents ont considéré que la révolution islamiste en Iran était un feu de paille, Le régime Comme- Khomeini. absolument comme tous les Iraniens. Donc ils sont retournés en Iran et ils ont attendu 3 ans. Dans l'intervalle, il y a eu la guerre contre l'Irak. Il y a eu la loi islamique qui s'est imposée. Charia. Et surtout, il y a eu donc un régime assez difficile. Ouais, beaucoup Donc de fin violence. 83, on est revenu à Paris. Et puis voilà, donc on a fait notre petit bonhomme de chemin. Et quand je parle de ce système qui n'était pas très bienveillant, c'est que les profs en réalité ne vous encouragent pas à être meilleurs. Il n'y a pas cette bienveillance parce qu'on essaie toujours de vous trouver en fait la petite critique ou le petit défaut. Je donne des exemples assez simples. Je dis voilà que les profs souvent ont parlé de la compétence, cette fameuse phrase tu n'as pas les capacités. Il faudrait mieux que tu fasses autre chose. On a voulu d'ailleurs vous orienter vers une voie qui n'est pas la voie générale. Ouais. Encore une fois, vous avez falsifié, vous avez triché à la place de vos J'ai pas parents, la falsifié, signature. non, c'est pas falsifié, c'est que j'ai imité. Oui, vous avez imité Voilà. la signature des parents Absolument. pour Donc éviter la d'aller dans 6e, cette case. 6e, la 4e et la seconde. La première. Et je raconte une chose assez simple, c'est que je l'assume d'abord, sans aucun problème. Ma mère a découvert que j'avais Vous signé. avez bien fait finalement. Bien sûr, mais je le dis, j'ai aucun tabou moi sur tout ça, je cache rien, je dis les choses. Ma mère en fait a découvert que j'avais signé à sa place il y a quelques semaines. Ah.
En lisant le livre? Bien sûr, elle a découvert, elle a rigolé évidemment parce qu'il y a eu prescription, mais en réalité, personne ne m'a fait de reproches. J'assume complètement le fait Oui. d'avoir signé à la place de mes parents. Je ne voulais pas aller en technologie ou en BEP, je ne voulais pas redoubler ces classes-là, je voulais aller vers mon destin. Oui. Mon destin, c'est de devenir avocat. Oui, vous avez toujours rêvé J'ai de toujours rêvé devenir d'être- avocat, voilà. c'est ce que vous dites. Sauf qu'il n'y avait pas de Google à l'époque, parce que évidemment Internet existe depuis 1996, et en 1996, moi je suis au collège. Donc je fais comment? Avec les moyens du bord. Donc je suis allé moi-même me renseigner. Et lorsque mon directeur, mon professeur principal de 3e nous apporte les carnets de notes, je fais évidemment partie comme d'habitude des derniers. Des 10 derniers à devoir Toujours. voter. Ouais. Donc du coup on m'amène une feuille, c'est Monsieur Jonvaux que je cite, mon professeur principal de 3e, et qui m'amène une feuille pour me dire voilà il faut signer cette feuille. Je lui dis qu'est-ce que c'est? Il me dit c'est la feuille pour aller l'année prochaine en seconde technologique ou professionnelle, je sais plus. Et moi je lui dis est-ce qu'avec ça je peux devenir avocat? Il me dit signez d'abord et on en parle ensuite. Et je lui dis non, on discute d'abord, on parle quand même de ma voix. C'est quand même un truc très important. Là je suis devant un carrefour. Il me demande d'aller à gauche plutôt qu'à droite. Mon avenir professionnel. Et moi, je lui ai dit que je veux devenir avocat, mais lui, il n'écoute pas. C'est ça, en fait, c'est là que je remets en cause. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que depuis tout petit, on vous fait signer en fait une feuille où on vous demande en réalité quel est votre rêve. Et cette feuille, en fait, n'est jamais prise en compte. Lorsque vous signez, vous remplissez ce formulaire au départ pour le nouveau professeur que vous avez, cette feuille disparaît dans la nature. Il n'y a pas de suivi. Moi, c'est ça que je dis. Je dis juste simplement que lorsqu'un enfant a un rêve, il ne faut pas l'écarter parce que, soi-disant, il ne rentre pas dans la case que le système scolaire a voulu. Il faut au contraire l'écouter et personnaliser la réponse qu'il lui faut apporter pour que cet enfant puisse y arriver lui-même. Finalement, ça se termine bien. Vous avez avalé les Oui. 1000 pages qui vous ont permis d'être repêché à l'oral. Le concours d'avocat. Voilà. Et puis, vous avez prêté serment le 3 février 2018. Alors, le 8 décembre 2017, 2017. j'obtiens mon examen d'avocat où je vais chercher les résultats. Et puis en février 2018. Vous manquez de vous évanouir? Ouais, bien sûr, mais c'est normal parce que vous savez, quand j'ai ces résultats, d'abord, il faut que vous sachiez deux choses. Lorsque je vais le 8 février dans le hall à Issy-les-Moulineaux de l'EFB, donc l'école d'avocat, je suis dans une situation où pendant 19 ans, donc 19 ans, parce que date à la première inscription en première année de droit, hein. Je mets 19 ans après la première année de droit et mon concours d'avocat. Oui, oui. Chose qui d'habitude c'est 5 ans. Donc moi au lieu de faire 5 ans ou 6 ans, je fais 19 ans. Vous êtes, comme vous le dites, avec des jeunes qui ont 10 ans de moins que vous. Oui, c'est ça. Mais lorsque je m'apprête en fait à aller voir ce tableau, vous savez, c'est comme juste avant de mourir. Vous voyez toutes vos vies passer. Et je raconte en fait en réalité que je vois en fait tous ces panneaux pendant tout mon parcours scolaire où à chaque fois j'étais en échec. Ouais. Et là, je vois mon nom dans les réussites. Donc, Admis. oui, admis, c'est ça. Je suis avocat. C'est exactement ça. Et je dis voilà que là, à ce moment-là, vous ne contrôlez pas la chose. Les premières impressions, quelles ont été les premières impressions? Non, je pleure. Ouais. Je pleure, c'est la première fois que je pleurais en fait en public. Et parce que pendant toujours, depuis toujours en fait, j'étais pudique, j'avais de l'amour propre, j'avais de l'ego. Très timide. Ouais, mais je montrais pas en fait mes émotions personnelles comme chacun de nous en réalité, parce qu'on est dans une génération où on nous a appris, où la société nous a appris de ne pas montrer en fait ses émotions personnelles, parce que ça faisait pas bien de dire qu'on pleurait, on était ému. Bon. Ça a un peu changé aujourd'hui. Oui, On nous pousse à au contraire tout montrer. Moi, c'est ce que je mets en fait dans cet ouvrage. D'ailleurs, c'est la photo de la couverture. C'est quoi cette photo de couverture? C'est le directeur en fait, et on en arrive sur la photo où je prête serment. C'est que c'est le directeur d'école en fait qui vient me voir et qui me dit on s'est trompé, on te présente nos excuses. Et voilà, pour moi la boucle était bouclée. Je venais de me réconcilier avec l'éducation nationale ce jour-là. Ce que je vous raconte là en fait, c'est que je fais ce livre pas simplement pour ma personne parce qu'on n'est que de passage, mais c'est surtout en réalité, c'est un peu comme le film American Carter ou certains de ces films ou certains témoignages où on montre en réalité où personne au départ ne mise en scène sur vous, c'est que le travail et l'audace qui sont les clés de la réussite. Si vous voulez y arriver... L'échec est la source de la réussite. C'est exactement ça. Et je dis, voilà, la chose suivante, c'est que lorsque j'ai mon diplôme,
je mets 15 jours avant de mettre la photo sur mon Facebook. Parce que je sais très bien en fait que ce truc va m'échapper. La situation va m'échapper. Donc pendant 15 jours, égoïstement, je garde cette joie pour moi et mes proches. Après, évidemment, quand je le poste sur les réseaux sociaux, ça ne m'appartient plus le sujet. Oui, c'est public. C'est public, absolument. Mais je voulais égoïstement garder ça pour moi. D'ailleurs, Oui. J'avais une question. En fait, en tant qu'avocat, vous choisissez plutôt des affaires médiatiques, comme récemment l'affaire Bouba et Caris. Pourquoi ce choix en fait? Mais moi, je suis pénaliste d'abord, Avocat par pénaliste. principe. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que je considère que... Alors, le droit pénal, c'est que 5% de tout le droit. Donc, c'est considéré comme une partie infime de tout ce qui se passe dans le droit. Mais c'est le domaine de droit qui me plaît le plus parce que c'est la relation humaine. En réalité, on est tous sur le fil du rasoir. Personne n'est infaillible, personne n'est au-dessus du lot, personne n'est le meilleur et personne n'est le plus nul. On est et on reste que des êtres humains avec nos failles, nos doutes, nos joies, nos frustrations. Donc on peut toujours basculer. Et le droit pénal, ça amène ça aussi, de l'humain. Et c'est ça qui me plaît. Donc je me suis vraiment moi, spécialisé vers le droit pénal et la criminologie. Et en réalité, c'est pas vous qui choisissez les affaires. Mais vous avez quand même choisi pour Caris, si je ne m'abuse, d'aller aux auditions préliminaires. Oui, j'étais son avocat à ce moment-là sur la partie de sa garde à vue. Oui, ok. Et j'en suis vous êtes le premier à être allé le premier. En garde à vue, c'est ça? Absolument. J'avais 6 mois de baron en plus. Vous ne le connaissiez pas avant? On s'était déjà rencontrés. J'étais surtout très ami moi avec son producteur et avec son réalisateur. Mais cette affaire-là comme d'autres, après, ce sont des affaires qui aussi vous forment intellectuellement, psychologiquement. Pas les plus faciles forcément parce qu'elles sont Non. quand même... Juridiquement, pour être honnête avec vous, juridiquement, ça posait pas de problème. C'est pas sur le droit que ça posait problème. Cette affaire-là, elle posait problème par rapport à l'imbroglio médiatique qu'il y avait autour. C'est ça. Parce qu'en réalité, des rixes, il y en a tous les jours, malheureusement. Mais c'est vraiment l'imbroglio médiatique parce qu'il y avait eu évidemment, on va dire, un certain contexte médiatique qui faisait qu'en plus, ça tombait le 1er août, donc en plein creux, en plein milieu des vacances d'été. Donc voilà, c'était un contexte. Système, bien sûr, après, il y a d'autres... L'appareil judiciaire est un peu... Oui. C'est tout un contexte, cette affaire, et restera en tout cas évidemment un bon souvenir. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de l'affaire Benalla, du traitement réservé à Alexandre Benalla? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une disproportion au regard des faits qui lui sont reprochés? Non, il n'y a pas du tout de disproportion, on parle d'une affaire d'État. Non mais affaire d'État, d'accord, elle est devenue affaire d'État à cause de la médiatisation. Pas du tout. Oh, non. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas la médiatisation qui rend l'affaire une affaire d'État, ce sont les faits, les infractions commises et la façon dont ce dossier a été couvert qui sont de l'ordre de l'affaire d'État. Qu'est-ce qu'on entend par affaire d'État? Affaire d'État, sous-entend qu'on parle d'affaires touchant à l'État. Et là, en l'occurrence, on parle du garde du corps le plus proche du président de la République. Lorsque vous prenez tous les éléments, c'est évidemment une affaire d'État. Pourquoi? Parce que le président de la République, de près ou de loin, est lié dans cette affaire. Alexandre Benalla s'est procuré d'ailleurs des passeports, il a un coffre-fort qui a disparu, il bénéficiait de privilèges et d'avantages qu'aucun ne pouvait avoir. Donc évidemment que c'est une affaire d'État. Vous n'avez eu aucun doute là-dessus au début de la polémique? Dès le début. C'est pas une affaire Non, d'État. pas du tout, dès le début. Et je connaissais d'ailleurs Alexandre Benalla avant d'ailleurs. Qu'il soit garde du corps du président? Quand je l'ai connu quand il était président, voilà. Il y a d'ailleurs une vidéo où je suis avec lui au sein de l'agriculture où je discute. C'est quelqu'un de plutôt attachant? Mais moi je distingue ça. D'accord. Ça n'a rien à voir. Là c'est l'avocat qui parle? Non, pas du tout. C'est l'élu. D'accord. À partir du moment où vous discutez avec le président de la République, il est normal que le président de la République soit entouré de gardes du corps. C'est normal. Le président de la République est menacé, donc il se doit d'être protégé, ça c'est normal. Après que des personnes puissent bénéficier d'avantages au regard de leurs fonctions, ça c'est pas acceptable, parce que ce sont les Français qui payent la fonction du président de la République, comme tous les élus, sont à la charge des Français, du contribuable français. Donc chacun a des comptes à rendre. Moi, pour être honnête avec vous, moi je suis bénévole en tant qu'élu. Je ne gagne pas d'argent, j'ai pas d'avantages, j'ai pas de subvention. Donc je coûte 0 € contribuable. C'est important de le dire. C'est une information importante, oui. Mais par contre, avec vous n'auriez pas souhaité le défendre sur le plan juridique? J'aurais pu, sans aucun problème. Vous savez, j'ai aucun tabou. Moi, la seule personne que je ne défendrai jamais, par principe, c'est dans les affaires de pédophilie, ceux qui commettent des actes, des atrocités présumées sur les enfants. Et ceux qui commettent des actes sur les femmes violentées, voilà. Vous avez eu tout type d'affaires depuis votre... En un an, oui.
Oui, j'ai eu des braquages, affaires de meurtre, affaires de violence de tout type. Oui, après, les affaires sont très compliquées. Vous Il y choisissez a toujours un vos point, dossiers ou c'est les clients qui viennent c'est les deux. Ah. C'est les deux. Mais là, j'ai 20% de dossiers en fait sur lesquels je ne me rémunère jamais. Il y a 3 types donc dans ces affaires-là. C'est les affaires d'expulsion, de logement, ce sont les affaires de violences faites aux enfants et les violences faites aux femmes. Voilà, ce sont ces 3 sortes de dossiers où je ne gagne pas un cent, et volontairement d'ailleurs. Mais par contre, parce que ce sont des causes. Vous êtes très engagé. Oui, je suis engagé, mais après, ce sont mes valeurs. Ce sont mes valeurs, c'est les valeurs que m'ont transmises mes parents. Mais sur les autres, après, voilà, ce sont des dossiers qui parfois peuvent sembler médiatiques. J'ai qu'une année de barreau, hein. Donc je suis un jeune avocat. Combien d'affaires Là, j'ai plus de 200 dossiers. en cours d'instruction? Il y en a à peu près une vingtaine en cours d'instruction. Mais après, Priscilla, il faut comprendre une chose, il n'y a rien d'étonnant. Mon parcours m'a permis d'arriver à ça. C'est quoi mon parcours? J'ai travaillé dans beaucoup de domaines différents. J'ai travaillé dans 2 ministères. J'étais vacataire au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères. J'étais assistant parlementaire. J'étais directeur dans 3 maisons d'édition différentes. J'étais directeur d'abord Vous aux êtes éditions toujours Lafon. éditeur d'ailleurs. J'étais directeur d'abord aux éditions Lafon, puis Ramsay, puis Cherche Midi. Moi j'ai des journées de 24 heures, je sais pas comment vous faites. Non, après voilà, j'ai appris en fait à nager avec des boulets de 20 kilos dans chaque jambe. Vous faites pas 19 années d'études de droit sans sortir avec des séquelles. Mais en même temps, voilà, j'ai appris à travailler en fait dans l'urgence, avec des difficultés. Donc ce qui était au départ, ce qui était considéré en tout cas au départ comme des difficultés, est devenu pour moi une force et une énergie. Je ne vous cache pas que mes journées sont parfois très fatigantes, mais ce que je voulais vous dire, le point important, c'est qu'on ne vous forme pas à l'école sur la psychologie. C'est-à-dire la fatigue mentale, pas la fatigue physique, mais la fatigue mentale sur des affaires qui parfois peuvent vous fatiguer. La première fois que je suis allé en prison, comme avocat, je suis sorti, j'ai pas pu dormir la nuit. J'ai été... Pas de distance avec le cas. Non, vous entendez des cris, il n'y a pas beaucoup d'humanisme. Je suis allé à Fresnes, notamment. La première fois que je suis allé à Fresnes, j'ai pas pu dormir la nuit. Pourquoi ? Parce que vous voyez en fait l'atrocité. Et j'avais un client qui était né exactement dans le même hôpital que moi, à la Salpêtrière. Et il était né en avril 79. Moi, je suis né en juillet 79. Et à un moment donné, il parlait et je ne l'écoutais plus. Et je me suis dit dans ma tête, mais... Pourquoi je décroche ? Lui, il est né en avril. Moi, je suis né en juillet, dans le même hôpital, à 3 mois d'intervalle. Et 39 ans plus tard, lui, il est là, moi, je suis de l'autre côté. Comment on en est arrivé là ? C'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis mis à penser. Ça, je n'avais plus la distance d'avocat, mais j'étais parti en fait dans ma pensée en fait de citoyen, philosophique et métaphysique, et je me suis dit comment on est arrivé là pour que lui, à un moment donné dans sa vie, il a pu dériver pour aller à Fresnes. En un an, des succès ? Ouais, j'en ai eu. Des J'ai eu aussi échecs. des échecs, j'ai eu beaucoup d'échecs aussi, c'est normal. Des obstacles ? J'ai eu des échecs par rapport à la naïveté, surtout. Parfois, on pense qu'il y a de la confraternité entre les avocats, alors que pas du tout. Vous avez des amis avocats ou des mentors avocats ? Ouais, j'ai des mentors avocats, Ouais. et j'ai Comme aussi qui ? beaucoup Vous pouvez de... les citer, peut-être ? En mentor ? Ouais. Bah, j'ai des avocats en tout cas soutien. J'ai Thierry Valla qui est un très bon avocat. J'ai Maître Arfi ? Élise Arfi qui est une amie et qui m'a beaucoup soutenu. J'ai Nathalie Athias. J'en ai d'autres. Qui vous ont aidé en tout cas dans ces Oui, qui m'ont premiers soutenu. mois. Qui m'ont soutenu, mais qui m'ont... Parfois un mot suffit parfois à vous apporter de la chaleur humaine. Et dans votre carrière politique, des personnalités qui vous ont un peu irrité parfois ? Qui m'ont élevé plutôt agacé. Non, agacé, irrité. Alors Médiatique peut-être. moi je vais plutôt tourner les choses différentes parce que je préfère qu'on soit dans le positif. Oui. Xavier Bertrand m'a souvent soutenu, il a même fait une tribune avec moi sur le gaspillage alimentaire. Oui, on va en parler du gaspillage alimentaire d'ailleurs. J'ai vu, si vous voulez, j'ai vu l'intelligence. l'intelligence humaine sur la loi sur le gaspillage alimentaire. Vous voyez, il n'y a pas eu, c'est une loi qui a été votée à l'unanimité. Grâce à vous. C'est grâce d'abord à tout le monde. C'est moi, Un collectif. je me suis battu pour que cette loi passe, mais à un moment donné, c'est les parlementaires qui votent, parce que j'étais pas parlementaire, je suis conseiller municipal. Donc à un moment donné, c'est l'intelligence collective qui a marché. Et là, j'ai pas vu de droite-gauche bête, méchante, où les uns et les autres jouaient leur propre partition. J'ai vu de l'intelligence humaine pour l'intérêt général. Donc là, oui, ça c'est ce qui m'intéresse. Donc j'ai vu des élus, comme Frédéric Lefebvre et d'autres, qui ont été intelligents, qui ont porté cette loi, qui ont fait le boulot. Et cette loi a permis maintenant la distribution de plus de 10 millions de repas
chaque année. En France? En France, c'est une hausse de plus de 22% du don alimentaire. Bon alors, mais clairement, enfin, vous me dites que c'est un collectif, c'est bien, mais je vous ai entendu aussi sur d'autres plateaux avoir quelques... Bon, je ne citerai pas notre cher... Yann Wax, ça n'a pas été le plus... Mais ça n'a rien à voir, le plateau le plus facile. Mais là, ça n'a rien à voir, là, vous parlez de quelqu'un. Et il vous a vraiment attaqué par rapport à cette loi, alors que pourtant, on peut considérer que c'est un progrès, parce qu'on a, si je comprends bien, beaucoup de produits alimentaires où il y avait de la javel qui était... Oui, mais là, vous me parlez de quelqu'un qui crée le bad buzz à chacune de ses apparitions. D'accord. Donc moi, au départ, je pensais qu'il y en avait contre moi, mais en fait, ce monsieur est visiblement en guerre contre tout le monde, contre les femmes de plus de 50 ans, contre la police et contre beaucoup d'autres personnes. Bon, on ne le connaît pas personnellement, mais on a juste vu ce passage. Non mais Tricia, c'est pas une histoire d'attaquer une personne, je parle pas de sa personne, je parle de ses propos. Oui. Je parle de ses propos. Vous savez, moi, je juge pas les gens par rapport à leur couleur, leurs origines. Oui. Moi, je parle des propos et de leurs attitudes. Ce monsieur, quand je vous dis, dans chacune de ses déclarations, il est systématiquement en train de stigmatiser quelqu'un. D'accord. Bon, et à chaque fois, il se défausse en disant, voilà, soit parce qu'il a eu une enfance difficile, quoi que ce soit. Non, à un moment donné, il faut assumer ses propos. D'accord. Donc, quand je suis allé sur ce plateau, son seul objectif, c'est de créer le bad buzz. Donc, oui, ça a fonctionné. Oui, mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Mais c'est pas intéressant. Bon, moi, je veux en revenir au gaspillage alimentaire. Pourquoi je dis c'est pas intéressant? Pourquoi? Mais c'est important, vous m'avez parlé pendant 30 secondes, ça, on va terminer là-dessus. Pourquoi c'est pas intéressant? Parce qu'en réalité, c'est pas positif. Oui. On est trop dans le clash dans cette époque. Bon, c'est le principe de l'émission peut-être. Ouais, peut-être, mais, pas de la nôtre. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous venez parler de quelque chose qui permet à des gens de manger, c'est pas la peine de faire ça. Je vous donnerai sur 100 fois, 99 fois la possibilité de vous clasher avec moi. Mais pas sur ça. Pas sur ça. Non mais revenons-en au gaspillage alimentaire, vous avez raison, Yann Moix ne mérite pas d'avoir une minute de plus dans notre émission. Clairement, en revanche, sauver des Français ou même au-delà, parce que je crois que cette loi qui a été votée en France, vous avez le courage d'aller porter ce projet pour qu'il soit voté dans d'autres pays du monde. Cette loi, en fait, voilà, fait l'objet. Au Mexique, 60 millions de personnes qui meurent de faim ont été... La première chose que je voulais faire d'abord, c'était de la décliner dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a une pétition qui est signée par plus de 1,5 million de personnes sur change.org, soutenue par la Croix-Rouge française, Action contre la faim et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Nous avons demandé au président Macron, évidemment, à plusieurs reprises, de la décliner dans l'Union européenne, de faire une proposition de directive européenne. Il ne l'a toujours pas faite. Il était d'abord opposé déjà à l'époque, quand il était ministre de l'économie et des finances. Il était opposé à cette loi. Le Parlement, évidemment, est passé outre son opposition. On se demande pourquoi. Ben oui. Vous avez un élément de réponse? Moi, je pense qu'il soutient beaucoup la grande distribution. Il ne souhaite pas, en fait, se mettre à dos l'avancement. Le président Macron. Bien sûr. C'est osé de le dire. Et quel est l'intérêt pour la grande distribution de ne pas, justement, procéder à cette loi? Depuis la loi Coluche, qui avait été votée à l'époque pour créer les Restos du Cœur, la grande distribution avait obtenu des exonérations fiscales. Elle avait obtenu en fait ce qu'on appelle des ristournes fiscales pour donner. Donc du coup, la grande distribution gagnait de l'argent en jetant la nourriture et en la javelisant. La loi du 3 février 2016 met un terme à ce scandale. Aujourd'hui, la grande distribution est obligée de donner les invendus alimentaires, sinon c'est une amende de 3 750 €. N'importe quel citoyen qui va regarder cette émission peut créer sa propre association, obtenir une habilitation et aller réclamer ses invendus au supermarché de son choix. Si le supermarché refuse, donc c'est cette amende. On est parti, j'avais donné 2-3 années à la grande distribution, je leur ai dit, vous allez vous mettre en ordre de bataille et vous allez faire des partenariats. Moi, évidemment, j'ai des lanceurs d'alerte qui m'informent tous les jours que tel supermarché ne gère pas. Ne respecte pas. Donc du coup, je suis parti avec mon confrère Thierry Vallat. Nous sommes partis à Mimizan dans les Landes. Nous avons déposé plainte avec constat d'huissier contre le supermarché Leclerc qui continue de jeter des dizaines et des dizaines de kilos de nourriture en les javelisant. Donc évidemment, on a déposé la plainte au greffe du TG de Paris et M. Leclerc devra en répondre et évidemment s'expliquer pourquoi. Et depuis cette loi, donc vous êtes allé dans combien de pays hors Union européenne? J'ai fait plus d'une quarantaine de pays en 3-4 ans. J'ai fait quasiment tous les pays de l'Union européenne. Je suis parti en Russie, en Afrique du Sud. Où donc en Afrique? Congo-Brazzaville par exemple. Je suis parti évidemment à Kinshasa. On est parti en Afrique du Sud, à Soweto et à Johannesburg. Ça fonctionne quand vous allez voir les dirigeants? dirigeants? Oui, ça marche bien parce que les gens comprennent aussi. Moi, je m'adresse les dirigeants, quand vous dites bien les sûr, gens? bien sûr.
je m'adresse, si vous voulez, à l'intelligence humaine. Donc les gens comprennent tout à fait. Donc la loi est votée ou pas? C'est en cours de processus. Dans quel pays hors Union Européenne la loi a été votée? Là, ça a été voté au Pérou. Ça en passe d'être voté dans quasiment tous les pays de l'Amérique du Sud. Le Mexique va le faire voter là, incessamment sous peu. J'espère vraiment que dans les pays de l'Asie également, beaucoup vont suivre. Alors, il y a des problèmes aussi parfois culturels. J'en avais parlé quand j'étais allé à Dubaï. Le Cheikh Al Maktoum ne pouvait pas faire ça avec les associations. Et pourquoi? Parce qu'aux Émirats Arabes Unis, les associations sont interdites. D'accord. Mais par contre, donc c'est pour ça que c'était assez drôle, les fondations existent. Donc du coup, on contourne en fait ça en créant des fondations. Voilà. Oui, il y a des législations inhérentes en fait à chaque Voilà. pays. Écoutez, j'ai envie de revenir sur le Congo-Kinshasa que Ouais. vous avez d'ailleurs visité, puisque j'imagine qu'en plus d'aller vous adresser aux dirigeants, l'ancien en tout cas, puisque c'est Tshisekedi maintenant le président, mais vous êtes allé voir certainement du temps de Kabila les ministères en charge de ce champ-là. Nous allons recevoir de la Fondation Manassé, Madame Juno da Silva, présidente de la Fondation Manassé. Bonsoir. Enchantée. Madame Juno da Silva, enchantée, et Madame Esterhaz, vice-présidente de la Fondation, que j'ai souhaité vraiment convier sur le plateau, parce que ce qu'elles font, ça me semble admirable. Vous militez pour que les orphelins du Congo-Kinshasa puissent avoir un toit et une éducation digne de ce nom. Donc ça rentre clairement dans le prolongement de vos belles actions. Alors parlez-nous de la Fondation. Alors, Fondation Manassé, c'est une vision Ouais. que j'ai eue du ciel. Je suis chrétienne, je ne peux pas le nier parce que je suis vraiment pratiquante à fond. Ah. Et du coup, par rapport à cette vision-là, que j'ai eu la vision de faire l'orphelinat. Ouais. Et du coup, c'était un peu difficile les débuts, mais Dieu a permis que ça se réalise. Et du coup, je suis partie sur le terrain parce que j'avais aussi des attaches au Congo. Je suis congolaise. Et bien évidemment, je fais d'aller faire des visites dans les hôpitaux, dans les églises, voir à peu près l'environnement, comment les enfants évoluent dans ces pays, comment je suis née là-bas, mais ça fait quand même des années que je ne suis plus retournée. Et après, j'ai eu... On va vous l'offrir, hein. On va vous l'offrir. Bravo. Merci. Mais alors du coup, Manassé, ça signifie quelque chose? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Manassé? Faire oublier les peines. Faire oublier les peines. Oui. Donc, C'est tiré de la Bible, c'est C'est en quelle langue? c'est en français. En C'est- hébreu. En hébreu, c'est Genèse 41. Si vous, c'est Ah, qui- donc tout a un sens, tout est lié. En fait, la petite histoire de départ, c'est quand même la religion. Oui. Donc les principes forts de la religion chrétienne. C'est ça. Donc la C'est tolérance, l'entraide. Tout Et ça, là, oui. du coup, il y a combien d'enfants qui sont aidés via l'orphelinat que vous avez créé avec la Fondation? Là, présentement, on a 25 enfants en charge. 25 enfants. Oui. Donc c'est une maison que vous avez créée Oui, avec vos propres fonds. Oui, j'ai acheté une Vous avez maison. des fonds qui sont reversés par des... Non, on a Petit appel au juste- président jusque- Tshisekedi ou... Non, pas du tout. Jusque-là, on n'a pas de subventions ni de l'État français, ni de notre pays d'origine qui est le Congo. On n'a pas de subventions. Je fais ça, entre guillemets, avec des privés qui sont vraiment touchés par la cause et qui m'aident un peu, mais c'est aléatoire. Mais j'imagine que c'est On parti ne d'un peut pas constat. compter sur les gens. On ne peut pas compter sur les gens. Quand vous avez votre projet, il faut vous y mettre et comme ça, au moins, les autres verront. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir ou qui veulent venir à l'aide, mais après, il faut d'abord... Les moyens aussi. Les au-delà de moyens la- aussi, il faut d'abord qu'ils voient vous-même déjà comment vous investissez. Comme ça, au moins, ça va faire l'union font la force. Et Oui, puis, oui. voilà. Mais c'est parti d'un constat, j'imagine, que le gouvernement alloue déjà un budget pour l'éducation des enfants, pour la santé, Fondation Non. Non, pas du tout. Donc l'idée de la fondation, c'est essayer de combler les manques du pays, essayer d'aider le gouvernement à pallier les différents manques qu'il y a au Congo. Actuellement, nous venons de vivre l'alternance. Oui, oui. Depuis 3 mois, nous avons un nouveau président. Un nouveau gouvernement qui vient d'être Un enfin nouveau- formé. un Je crois que nouveau l'ONU a gouvernement aidé à cela. Voilà, donc Madame Da Silva va partir au Congo d'ailleurs d'ici quelques temps pour parler Au mois encore d'avril. au mois d'avril. Oui, c'est imminent.
voilà, pour parler aux autorités, pour parler au nouveau président, pour parler, essayer de féliciter tout le monde, dire que voilà, nous avons des enfants, les enfants sont les futurs acteurs de demain. Donc nous, la vocation de la Fondation, c'est faire en sorte que les jeunes Congolais que nous avons à notre charge aujourd'hui demain puissent devenir des acteurs à part entière de la société, en leur donnant une éducation, une culture, un savoir, et qu'il n'y ait pas envie d'immigrer ailleurs, de se dire l'Europe c'est l'Eldorado ou l'Afrique ou les États-Unis. Donc au Congo, ils peuvent s'en sortir, mais il faut leur donner les moyens de s'en sortir. Et alors, vous leur donnez quels moyens au-delà de les loger Déjà, ce qui est bien, ils sont tous scolarisés déjà. Vous avez autant de jeunes hommes que de jeunes femmes? Nous avons 10 garçons et les 15 autres, c'est des filles. Quel âge? De 3 ans à 15 ans. D'accord. Il faut savoir une chose aussi, qu'au Congo, l'école n'est pas gratuite. Le nouveau président a à cœur de mettre la gratuité dans la scolarité. Actuellement, chaque enfant, la scolarité coûte 250 $ l'année par enfant. Ils sont tous scolarisés. Et le salaire minimum? On est à 100 $ en moyenne. Je ne sais même pas comment imaginer parce que c'est des différents secteurs. Donc pour comprendre à peu près, le minimum, c'est dans les 30 $, 100. Oui, Ah non, je pense pas par mois. Et c'est 250 € Si on dit l'année. des bêtises, disons, ça va être... Par enfant, ah oui. Par enfant, c'est 250 $ par an l'année. D'accord, donc vous militez en tout cas d'une part pour que les enfants que vous avez à charge, les 10 garçons et puis les 15 jeunes femmes, puissent avoir une scolarité normale, comme tous les enfants. Ça commence par la culture. Si on ne leur donne pas la culture, on ne leur donne pas le savoir. La culture comme moteur de développement? Mais bien sûr. Exactement. Savoir lire et écrire, c'est déjà une bonne base. Et vous êtes implanté à Paris, la fondation est implantée à Paris. Tout à fait. Vous avez une actualité à l'Assemblée nationale, il me semble. Oui, le 5 avril à 13h. C'est sur le leadership, le développement de la femme à l'échelle mondiale, internationale. Bon, on vous souhaite de la réussite. Merci. On ne peut pas clôturer l'émission sans admirer le chef-d'œuvre de Céline Saint-Saëns. Bon, évidemment, on reconnaît Maître Arash Derenbach. C'est un sacré boulot. Bon, vous avez beaucoup de cadeaux. Hein. Oh, magnifique. C'est l'acrylique? Oui, toujours. Hein. Vu que c'est rapide. Donc, ah oui, ça sèche plus vite, c'est ça? Oui, là c'est quasiment sec. Je suis impressionné. Je suis impressionné. Beau. Merci. Bravo. Alors du coup, là, tu rajoutes quelque chose ou tout est... Bah, c'est pas tout à fait fini, mais bon. Tu es plutôt satisfaite de ton Oui, œuvre? ça va. J'ai été inspirée. Je suis honoré, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message que vous souhaitez adresser à ceux qui voudraient faire des dons? Déjà, comment on vous retrouve? Et puis... Alors, nous sommes sur toutes les plateformes, sur les réseaux, nous sommes sur Instagram, Facebook. Oui, Fondation Manassé. Donc il y a le site internet www.fondationmanassé.org. Donc voilà, et puis sur le site internet, vous avez la rubrique parrainage, dons, soutien. Quel que soit le soutien, aujourd'hui, on en a grandement besoin. Donc on peut faire des dons sur cette plateforme, j'aimerais bien qu'on répète parce que... Oui, on peut faire des dons, et voilà, ils pouvaient nous appeler, nous contacter, nous envoyer par mail. Nous contacter parce que tous les moyens, que ce soit des livres, des ordinateurs, tout ce qui peut permettre aux enfants de se développer. développer. Donc ça va vraiment nous aider parce que là pour l'instant nous n'avons pas de soutien, juste la maman des chanteurs d'Ajou qui a pris 4 enfants en charge, qui a un parrainage, qui a payé les études. Donc c'est ça qui... D'accord, le chanteur d'Adjou. Oui, c'est sa maman qui a pris 4 enfants en charge, qui a payé la scolarisation de l'année. Et puis nous souhaitons aussi à d'autres personnes qui veulent prendre même un enfant en charge, même des vêtements, tout ce qui est, on peut donner le bonheur de ces enfants-là pour leur donner une seconde chance, les sourires, l'affection, l'amour, tout ça, c'est important. C'est pour ça que j'aime aller tous les 2 mois, j'ai arrêté vraiment mon travail uniquement pour vraiment venir à l'aide à ces enfants-là parce que je pensais vraiment que ça, c'est une bonne cause. Je sais que bibliquement par là, Dieu s'intéresse à ceux qui s'occupent des autres. Pas forcément ça, mais il faut vraiment avoir la compassion, l'amour envers ceux qui sont dans les besoins. Eh bien écoutez, on vous remercie. C'est le moment de clôturer l'émission. Oui. Donc on se retrouve mardi prochain sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. Et n'oubliez pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter